Cette histoire se passe en Islande, en 2023, et en 1783. À 240 ans d'écart, les volcans de l'île soulignent un phénomène universel que nous pensons maîtriser intuitivement. Il va nous falloir déployer quelques efforts pour réaliser que la causalité est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Bonjour tout le monde. L'éruption du Fagradalsfjall, qui a lieu actuellement en Islande, pas ici, là c'est le Snæfell, qui est un volcan dans la brume, mais croyez-moi, cette éruption est l'occasion de vous raconter l'histoire de l'éruption islandaise qui a mis fin au royaume de France. Vous êtes prêts? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je vous parle de Gulli. À mon arrivée sur l'île, le 13 juillet, nous avons été, mon accompagnateur et moi-même, parmi les derniers à pouvoir nous rendre sur le site avant sa fermeture. En chemin, nous croisons moins d'une vingtaine de courageux. La marche est exigeante, dans le vent, et le chaos volcanique caillouteux qui met à l'épreuve vos chevilles et, en ce qui me concerne, les genoux. 20 km de marche et une tendinite plus tard, voici le moment précis où une pause douleur sur un rocher plat est l'occasion pour ma caméra de glisser hors de ma poche. Instant tragique. De retour au véhicule, je constate la perte de la caméra et de toutes ces images. Ce premier jour en Islande laissait un goût amer. Mais voici que la société de location de voitures me contacte pour me dire qu'un certain Gulli a non seulement retrouvé la caméra, mais a été assez intelligent et généreux pour noter la plaque d'immatriculation et l'écusson de Blue Car Rental de l'une des deux dernières voitures encore présentes sur le parking du site, désormais fermé aux visiteurs. Cette vidéo est donc dédiée à Gulli et à ses amis, de sympathiques motards sans lesquels vous ne verriez pas ces images de l'éruption telle qu'elle se déroulait le 13 juillet sous le balai des hélicoptères venus capter des images pour les médias. Merci Gulli. Mais revenons-en à notre histoire. Dans les fumées, le soufre et les vapeurs, je vais vous parler d'un volcan qui a tué Louis XVI. Il y a un volcan ici, en Islande, qui a tué le roi de France à l'époque. Alors c'est pas celui-ci, mais comme c'est celui que j'ai sous la main qui est en éruption, on va en parler un petit peu. Le 8 juin 1783, débute l'éruption qui va tuer le roi de France et mettre un terme à la monarchie dans notre pays. Cet événement a été surnommé en Islande le feu de la Skafta, Skaftareldar. C'est la plus importante éruption des temps historiques, avec 14 km3 de lave basaltique émise sur une surface de 565 km² et des fontaines de lave s'élevant jusqu'à 1400 mètres. Cette éruption a de graves conséquences, d'abord en Islande bien sûr, avec un quart des humains qui meurent, avec le cheptel également qui est intoxiqué par le fluor, par l'uranium, par le thorium. Un grand nuage traverse l'Europe, l'hémisphère nord est refroidi, les hivers sont plus rudes, les famines s'abattent sur les gens, le niveau du Nil est également affecté, tout ça à cause de quelques volcans, comme celui-ci, sauf que ce n'est pas celui-ci, mais il ressemble. Alors je vous le montre. Et donc tout ça a des conséquences lointaines, distales, n'empêche que ça rentre dans un mécanisme de causalité et tout est là. Le vrai sujet de cette vidéo, c'est la causalité. Est-ce qu'on est fondé à dire qu'un volcan islandais a tué Louis XVI? Alors non, parce qu'il y a plein d'autres conséquences beaucoup plus proches, plus proximales comme on dit, qui sont plus directement liées à ça, qui sont politiques, qui sont géopolitiques, qui sont locales dans le Royaume de France. Mais in fine, ces causes sont elles-mêmes les conséquences d'autres causes, et quand on remonte dans le temps, on finit par tomber sur cette éruption importante qui a aggravé la famine, qui a aggravé les conditions de vie des gens, et qui a certainement précipité la Révolution française. Incroyable! Les volcans, c'est dangereux. Les volcans, ça relargue parfois de grandes quantités de saloperies dans l'air. D'ailleurs,
D'ailleurs, on a reçu une alerte pollution de la part des personnes qui gèrent cette partie de l'île, et c'est une erreur de langage. La pollution, c'est une dégradation de l'environnement qui a pour cause l'activité humaine. Là, il peut y avoir des dégradations de la qualité de l'air, mais c'est pas de la pollution, puisque c'est naturel. Hein. Cause naturelle. Hein. Putain, ça souffle. Hein. C'est également un phénomène naturel qui éclate entre le 20 mars et le 27 octobre 2010, quand l'Eyjafjöll connaît une éruption massive après 187 ans de sommeil. Un immense panache de vapeur et de cendres bloque une bonne partie du trafic aérien européen, ce qui a bien sûr des conséquences innombrables et en partie inconnaissables. Bien malin ou bien prétentieux est celui qui peut dire qu'il sait établir un lien de causalité de manière absolue entre une cause et un effet, entre un volcan et un roi qu'on décapite. Par exemple, actuellement, l'éruption du Fagradalsfjall pourrait très bien produire des conséquences qui, dans 10, 15 ou 20 ans, seront impossibles à relier à l'événement actuel. Évidemment que dans la plupart des cas, on va établir des faisceaux, on va utiliser des inférences, des corrélations, et ce sera suffisant pour établir les phénomènes et la manière dont ils sont entraînés. En science, en dehors du laboratoire du physicien ou en dehors d'un système logique de mathématiques, la causalité pure, elle est difficile à établir. Le physicien, il peut isoler tous les paramètres, ou le chimiste, ou le biologiste, et conclure que telle cause produit tel effet, parce qu'il n'y a aucune autre explication disponible, mais en dehors de ça, dans notre vie quotidienne, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, dans le monde infiniment moyen, la causalité, elle est compliquée, elle est complexe, elle est multiple, elle est multifactorielle, et donc on a souvent accès à des facteurs, à des déterminants qui produisent des effets, qui contribuent à des effets, qui initient des chaînes causales, mais c'est compliqué de dire qu'on sait quelle est la cause unique d'un événement. Bien souvent, il n'y en a pas une seule cause unique. Et donc tous ceux qui vous racontent des belles histoires, avec de la belle causalité, avec un acteur à tel endroit qui produit telle chose, qui, in fine, produit telle conséquence, ce qui permet d'établir qui sont les coupables, qui sont les gentils, qui sont les méchants. Les gens qui manipulent ce type de récit ne le font pas forcément au bénéfice de la vérité, de l'amour du fait établi, mais peut-être parce que ce récit les arrange et permet de valider un système ou de valider eux-mêmes dans leur rôle social, dans le rôle qu'ils peuvent se donner. Et c'est valable en zététique. Il est bien possible que parfois nous favorisions des récits parce que le lien causal que l'on voit, c'est celui qu'on s'attend à voir. Et donc on doit être prudent, et la posture sceptique, c'est de se rappeler que le récit qu'on pose sur les choses, la lecture que l'on a, elle est située, et qu'on pourrait avoir tort, et qu'il peut exister d'autres manières d'expliquer les événements, et donc on doit rester à l'écoute des voies alternatives. Je ne dis pas des faits alternatifs, il n'y a pas d'effets alternatifs, mais les manières d'interpréter les faits peuvent varier, et donc la causalité, attention, c'est une substance dangereuse parce qu'elle est enivrante. La causalité, c'est compliqué. La causalité est sans doute autre chose que ce que l'on croit de manière générale. Et donc, dès qu'une cause est identifiée, on doit se demander est-ce qu'on est bien sûr et garder un petit degré de liberté pour pouvoir changer d'avis ou pour pouvoir rajouter d'autres éléments causaux dans la chaîne que l'on veut expliquer. En somme, en résumé, prudence, mesdames et messieurs. Sur ce, si vous le voulez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.